Et on démarre de suite avec donc le fait que Solidatech soit un programme de solidarité numérique dont le but, c'est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. Nous, on existe depuis 2008 et on a été créé par les Ateliers du Bocage, qui est une coopérative d'insertion dans les Deux-Sèvres, membre du mouvement Emmaüs, et dont le cœur de métier, c'est plutôt tout ce qui concerne la collecte et le réemploi de matériel informatique et de smartphones. On appartient également au réseau TechSoup, qui est en fait à l'origine une ONG américaine et qui est un gros réseau international désormais de solidarité numérique. Donc, nos bénéficiaires sont très largement des associations de loi 1901. Après, pour information, on retrouve quelques autres statuts, notamment les fondations RUP et les fonds de dotation, qui sont également éligibles gratuitement à notre programme. Et plus concrètement, comment est-ce qu'on accompagne les associations dans le secteur du numérique? Essentiellement par 3 biais. Le premier, c'est de faciliter l'accès au numérique, donc à travers des logiciels et du matériel informatique à tarif réduit. Le deuxième, c'est d'accompagner les associations dans leur développement des usages numériques. On va voir dans un instant ce qu'on entend par là. Et le troisième, c'est la coproduction et la diffusion de savoir sur la transition numérique des associations. Typiquement, pour donner juste un exemple concret pour ce troisième point, on a publié en octobre dernier les résultats de notre baromètre triennal qui s'appelle « La place du numérique dans le projet associatif » et donc qui était une grosse étude nationale sur, comme son nom l'indique, la place du numérique dans le projet associatif. C'est un exemple de savoir que l'on développe. Petit aperçu de notre catalogue de solutions à tarif réduit, où là, vous voyez qu'on essaye, dans la mesure du possible, de couvrir un petit peu tous les besoins qu'une association peut rencontrer dans le secteur du numérique. Donc, ça va d'outils de création graphique à la comptabilité, en passant par des antivirus, par exemple. Et on a aussi bien des grands noms au catalogue internationaux que des solutions françaises, telles que Talkspirit, NetExplorer ou encore Vate. On propose également donc, du matériel informatique essentiellement reconditionné par nos ateliers et nos collègues en insertion et de Sèvres, comme je disais il y a un instant, mais également une petite partie de matériel neuf grâce à nos partenaires Cisco et Dell. Et pour vous donner un aperçu de ce qu'on entend sur la partie accompagnement, on développe pas mal de ressources qu'on met à disposition en toute autonomie des associations, donc, typiquement des webinaires à peu près une fois par mois comme celui-ci sur des sujets divers et variés, et aussi plus globalement plein d'articles dans notre centre de ressources, de superbes newsletters que nous prépare ici présente Élodie, et puis notre outil de diagnostic numérique en ligne ou encore une plateforme qui recense plein de prestataires numériques pour vous faciliter les recherches qui s'appelle Prestatech. On a aussi une super équipe support qui répond à vos questions individuelles par mail et par téléphone et notamment tout un catalogue de formations. On est un organisme de formation certifié Calliope où on vous propose du coup pas mal de formats, en général une journée de sensibilisation aux enjeux du numérique. Dernier slide pour ma part avant de passer la main à Élodie, car je crois savoir que vous n'êtes pas là que pour entendre parler de Solidatech, mais plutôt et surtout des réseaux sociaux. Je vous donne quelques éléments et pour n'en citer qu'un à l'oral, je peux vous partager le fait que vous êtes désormais plus de 38 000 associations à être inscrites gratuitement chez nous et à pouvoir bénéficier des différents services que je vous ai énumérés juste avant. Avant de repasser la main à Élodie, je garde encore la parole un instant, comme je vois que vous êtes pas mal à être arrivés en cours de route, juste pour vous redire les essentiels. On prend les questions volontiers, mais à la fin de ce webinaire. Donc, mettez-nous un petit peu de contexte et surtout, passez bien par la fonctionnalité Q et R disponible en bas à gauche de votre écran. Le chat, c'est pour nous saluer, pour échanger entre vous sur des retours d'expérience, mais on ne prendra que les questions qui seront posées dans Q et R. Et le webinaire est enregistré. Le support de présentation d'Élodie, comme cet enregistrement, seront disponibles d'ici quelques jours dans notre centre de ressources et vous en serez avertis par mail. C'est bon, je crois que je vous ai tout dit. Je laisse la place à Élodie. Merci Lorraine. Je pense que tu as tout dit, effectivement.
Bonjour à tous et merci du coup Lorraine pour cette courte présentation mais efficace de Solidatech. Je vais vous partager mon support de présentation. Alors, attention, tac, où est-ce qu'il est? Ah voilà, je ne trouvais plus le bouton, mais en fait il est juste devant moi. Et donc, je vous partage, si j'y arrive. Ah, forcément, la barre est devant. Hop, et c'est parti. Tu me confirmes, Lorraine? C'est tout bon. Vous voyez bien mon écran? Eh bien, allons-y. Attention. Hop, c'est parti. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. On va rentrer donc dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les réseaux sociaux, lesquels privilégier pour votre association et comment bien les utiliser. Alors, tout d'abord, appréhendons ce que sont les réseaux sociaux. De quoi parle-t-on exactement? Les réseaux sociaux, ça peut se définir donc comme les sites internet et l'ensemble d'applications mobiles qui permettent aux utilisateurs de se constituer un réseau d'amis, de connaissances ou encore de relations professionnelles et qui va favoriser l'interaction sociale entre les individus, groupes d'individus ou les organisations. Les réseaux sociaux, quelle utilité pour votre association? Eh bien, tout d'abord, il va s'agir d'un moyen efficace pour développer votre association. Vous allez pouvoir la promouvoir et la faire connaître votre projet associatif. Vous allez pouvoir y développer une communauté autour de votre projet. Vous allez pouvoir également recruter de nouveaux bénévoles et attirer plus d'adhérents et également les fidéliser. C'est aussi un très bon moyen, les réseaux sociaux, pour communiquer à moindre coût et également collecter des dons, que ce soit en y relayant votre campagne de levée de fonds, mais aussi en recueillant directement des dons depuis l'interface du réseau social, car désormais, beaucoup ont développé des boutons pour collecter directement des dons depuis votre page, depuis votre compte de votre association. Intéressons-nous maintenant à la popularité des réseaux sociaux. On voit sur cette infographie qu'en 2022, eh bien, énormément de gens utilisent les réseaux sociaux, que parmi les plus utilisés, donc on retrouve sans grande surprise Facebook en première position avec 40 millions d'utilisateurs, ce qui est donc assez important. Et c'est l'idée ici, sans entrer dans les détails de cette infographie, c'est de retenir que 80% des Français utilisent les réseaux sociaux. Ils font donc vraiment partie de notre quotidien. Et eh bien, il y a de fortes chances pour que votre cible s'y trouve également et qu'elle soit présente sur un ou plusieurs de ces réseaux sociaux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est désormais indispensable d'intégrer dans votre communication ces réseaux sociaux. Alors, comment les choisir? Comment choisir le ou les bons réseaux sociaux pour votre association? Ça va être une étape assez importante. Sachez que le choix du ou des réseaux va dépendre de la stratégie que vous souhaitez mettre en place via ces plateformes. Selon la nature des cibles que vous souhaitez toucher, certains réseaux vont être indispensables, alors que d'autres vont être plutôt inutiles et vous allez perdre votre temps si vous allez sur ces réseaux. Le nombre de réseaux sociaux aussi sur lesquels vous souhaitez être présent va dépendre de vos ressources humaines et du temps que vous pourrez consacrer à leur gestion, puisqu'effectivement, plus vous allez multiplier les plateformes, plus cela va vous prendre du temps. Et également, au-delà des ressources humaines, ça va aussi vous demander quand même quelques investissements, parfois matériels ou financiers, comme par exemple l'achat d'un smartphone ou de prendre un abonnement pour un outil de gestion ou encore un outil de graphisme. Même si effectivement sur ces derniers exemples, on le verra un peu plus tard, il existe des solutions un peu moins coûteuses pour les associations. Alors, pour choisir les bons réseaux pour votre association, je vous propose de faire un tour d'horizon des réseaux, des plateformes les plus populaires et qui comptent le plus d'utilisateurs. On va commencer donc sans grande surprise par Facebook, qui est, comme je vous le disais, le réseau de référence en France et dans le monde, avec 40 millions d'utilisateurs en France, ce qui est assez énorme, et ce qui va entraîner une pluralité des profils qui sont présents sur ce réseau. C'est donc un réseau très grand public, c'est pourquoi il va être fortement conseillé d'y rester.
d'y être, pardon. Et ça reste un incontournable car même si la tendance depuis ces dernières années, on voit, est au vieillissement de la population qui est présente sur Facebook, effectivement, plus on est jeune, moins on va y être présent. On note quand même tout de même que l'âge moyen des utilisateurs, elle est comprise entre 25 et 44 ans, soit une bonne tranche de la population active, une tranche assez large. Mais effectivement, si vous souhaitez vous prioriser et vous adresser uniquement aux jeunes, ça ne va pas forcément être votre premier choix. Ça reste un réseau intéressant si vous visez une population assez large et variée, et notamment aussi une population un peu plus âgée, car c'est vrai que dernièrement, les plus de 60 ans, ils sont très présents. Donc ça peut aussi être à l'inverse, si vous visez plutôt des gens plus âgés, ça peut être un bon moyen de se mettre sur Facebook. Mais bon, l'idée générale, c'est quand même un assez grand panel de population qui est présente. Facebook, ça va vous servir à quoi? Alors, quels sont les objectifs? Ça va être un bon moyen pour construire une première communauté et pour la fidéliser autour de votre page dédiée à votre association. Vous allez pouvoir y publier des informations générales sur votre asso, partager des photos, des vidéos, relayer des événements, relayer également du contenu vers votre site ou vers votre blog pour générer du trafic. Et vous allez aussi pouvoir y créer des groupes ouverts ou fermés avec les membres de votre communauté pour créer des espaces d'échange, pour s'organiser, se soutenir, s'informer. Donc, vraiment construire une communauté. Ensuite, quand publier? Alors, il faut savoir, ça va être le cas pour les prochaines slides aussi, il existe des tendances générales pour publier sur les réseaux sociaux. Mais ces tendances sont vraiment données à titre indicatif. Les meilleurs jours, en fait, ça va être bien pour débuter sur le réseau social, de suivre un peu ces tendances. Mais après, le meilleur jour et les meilleures heures pour publier va dépendre en fait de votre audience et de quand elle est présente, et aussi de votre activité sur le réseau. Donc, c'est bien pour commencer, mais par la suite, il va être vite indispensable d'analyser vos statistiques, de vous référer à vos statistiques sur votre page pour voir quand est présent votre audience et pour affiner votre connaissance des meilleurs moments pour publier, puisqu'effectivement, l'idée, c'est de publier quand les gens sont présents et vont pouvoir voir votre contenu et interagir avec, l'aimer, le commenter, le partager, etc. Quelques conseils sur Facebook. C'est un réseau social très humain. Optez donc pour une communication abordable. Il y a un ton informel. Hein, ce n'est pas un lieu pour une communication institutionnelle. On s'adresse directement au grand public. Et également, et bien sans grande surprise, miser sur des publications qui incitent à la réaction des internautes. Ce qui va bien fonctionner sur Facebook, ça va être par exemple de montrer un peu les coulisses de votre association, de publier du contenu qui s'accompagne de photos et de vidéos, et puis également, pourquoi pas, d'y organiser des jeux concours, des sondages. Le but, c'est vraiment de développer l'engagement autour de vos contenus, susciter des réactions. Continuons avec Instagram, qui là aussi est un réseau social assez populaire. Il compte 28 millions d'utilisateurs en France. Instagram, c'est vraiment le réseau social, c'est le pouvoir des images. C'est un réseau qui va vous permettre de partager des contenus visuels avec vos abonnés, donc des photos et des vidéos sous différentes formes plus ou moins courtes. Mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est vraiment photos et vidéos, le type de contenu que vous allez trouver là, sur ce réseau. Et c'est un réseau social très populaire auprès des jeunes adultes, puisqu'on compte en effet 64% des utilisateurs ont moins de 35 ans. Donc, ça va être intéressant d'y être présent si vous souhaitez cibler en priorité les jeunes et gagner en notoriété auprès de ce public. Instagram, ça va vous permettre de mettre en valeur vos activités, vos services, vos produits. Ça va permettre de vraiment renforcer l'identité de votre association. L'idée, c'est d'y montrer le dynamisme de votre asso, de ses bénévoles, et de mettre voilà, plein d'infos sur ce que vous y faites.
C'est aussi un bon vecteur pour se rapprocher de votre communauté et établir une relation de proximité et de confiance avec, par exemple, bien comme je disais, vos bénévoles ou également vos adhérents, vos donateurs qui vous suivent. Quand publié sur Instagram, l'algorithme d'Instagram, il donne la priorité aux publications les plus récentes. Donc, effectivement, là, il va être essentiel de faire assez attention à quand vos abonnés sont en ligne. On voit ici, on comprend qu'il faut plutôt éviter le week-end où les gens semblent encore privilégier les occupations dans le monde réel. Donc, voilà, plutôt lundi, mardi, mercredi. Je vous laisserai revenir. De toute façon, vous aurez le support de présentation. Donc, vous pourrez étudier un petit peu plus en détail les heures et les jours qui sont les meilleurs. Quelques conseils sur Instagram. Comme je vous le disais, c'est le pouvoir des images. Donc, il va être important d'avoir une identité visuelle soignée, une identité visuelle forte. Et pour cela, d'utiliser des éléments de votre charte graphique, couleurs, logos, etc. Pour vraiment avoir un ensemble de posts, un feed qui soit harmonieux et cohérent et qui soit facilement identifiable, rattachable à votre association. Ici, je vous ai mis par exemple l'exemple d'UNICEF France où on voit bien l'identité, le bleu d'UNICEF qui ressort et on voit aussi un jeu avec les publications sur l'ensemble de la galerie où ça crée une forme. Voilà, c'est pas posté non plus au hasard. Et donc, quelques autres conseils au-delà de soigner ces visuels. Pour favoriser l'engagement avec votre audience, n'hésitez pas à être créatif aussi. L'important, c'est d'avoir un contenu qui soit inspirant et attractif pour donner envie aux gens de le partager, de le relayer. Donc, par exemple, utiliser les stories pour poser des questions, pour lancer des sondages, utiliser toutes les stickers, gifs amusants qui vous sont proposés, ajouter de la musique. Vraiment, suivez les codes du réseau pour donner envie de relayer votre contenu. Et effectivement, miser sur du contenu plutôt vidéo, puisque l'algorithme d'Instagram va favoriser plutôt les vidéos dernièrement, contrairement aux photos. Et puis, n'hésitez pas à regrouper, épingler vos stories, qui sont un ensemble de vidéos par thème, pour les laisser à disposition à vos followers. Et utilisez également des hashtags pertinents dans les légendes de vos posts pour ressortir plus facilement dans les recherches. Et enfin, n'hésitez pas sur Instagram à communiquer au travers d'influenceurs pour augmenter votre notoriété. Et ici, plus précisément sur des petits influenceurs qui vont avoir une communauté de pas plus de 5000 abonnés, mais qui vont avoir l'avantage pour votre association d'incarner plus facilement la voix, le ton et les valeurs de votre association et qui généralement va avoir une communauté qui génère plus d'engagement, qui va plus facilement suivre la personne, enfin plus facilement suivre les conseils de l'influenceur et qui apporte un gage de confiance et d'authenticité. Donc voilà pour Instagram. Continuons avec Twitter. Donc, Twitter, ça compte un peu plus de 10 millions d'utilisateurs en France. Twitter, c'est le réseau social de l'information en temps réel. Ça va se concentrer sur le traitement de l'actualité et des tendances. C'est une plateforme qui est très fédératrice avec des profils assez différents, une tranche d'âge assez large, contrairement par exemple à Instagram, où 49% des gens ont entre 24 et 44 ans. Donc, ça a aussi Twitter l'avantage de toucher une cible multiple, un peu comme Facebook. Ça va être un bon outil pour faire de la veille et pour contrôler votre e-réputation. Vous allez sur Twitter pouvoir relayer votre actualité, vos projets, faire là aussi des liens vers le contenu de votre site. Et également aussi, c'est souvent un bon endroit pour relayer votre participation à des événements, faire du live tweet, c'est-à-dire publier plusieurs tweets en direct pour décrire ce qui se passe sur l'événement où vous êtes présent ou l'événement que vous organisez. Twitter, pour les associations, en fait, ça va être particulièrement adapté aux associations sportives puisque beaucoup d'acteurs du sport y sont présents. Vous allez donc pouvoir publier du contenu en référence avec l'actualité de votre domaine sportif et qui va potentiellement avoir plus
d'impact et de relais sur ce réseau. Également quelques conseils, alors là plutôt généraux, sur Twitter, utiliser les hashtags et utiliser des hashtags adaptés et également mentionner des comptes de personnes ou d'entités qui sont concernées par votre post pour pouvoir les faire réagir et pour engager la conversation. Vous pouvez le faire par exemple avec des comptes qui sont très suivis pour essayer de gagner un peu en visibilité. Également, soyez concis dans vos publications puisque Twitter a un nombre restreint de caractères maximum. Donc, de toute façon, vous êtes obligé d'être concis et utiliser un visuel pour avoir plus de chances d'être partagé. Puisqu'un tweet ne contenant pas d'image va avoir 2 fois moins de chances d'être partagé qu'un tweet avec des images. Donc, vraiment, associer les deux. Et également, dernier conseil sur Twitter, conseil et aussi, ça peut vous aider à choisir vers quelle plateforme vous dirigez, parce qu'effectivement, pour que ça fonctionne, Twitter, il faut vraiment poster très régulièrement, il faut une fréquence de publication importante. C'est un réseau d'actualité, donc il y a beaucoup de tweets publiés par minute. Donc, si vous voulez aussi y être visible, il va falloir y consacrer pas mal de temps. Intéressons-nous maintenant à LinkedIn. LinkedIn, ça compte un peu plus de 12 millions d'utilisateurs en France. C'est le réseau 100% dédié aux professionnels. On est sur des utilisateurs majoritairement âgés de 24 à 54 ans, donc plutôt la population active. LinkedIn, ça va être un réseau qui va vous servir à crédibiliser votre association aux yeux des professionnels. Vous allez pouvoir donc créer une page dédiée entièrement à votre asso et sur laquelle vous allez pouvoir présenter votre projet, promouvoir vos activités, montrer votre savoir-faire. Et ça va également être un bon moyen pour développer votre réseau, que ce soit de bénévoles, donateurs, mécènes. Et par rapport aux bénévoles, c'est aussi un bon outil pour y recruter directement vos bénévoles, voire vos employés, si vous êtes une association employeuse, en publiant directement des annonces depuis ce réseau et gérer ces annonces via une interface dédiée. C'est également un réseau qui va vraiment vous permettre de mettre en valeur le travail de vos bénévoles, puisque maintenant, ils peuvent renseigner sur leur profil personnel, en fait, les missions qu'ils ont effectuées au sein de votre association, dans un onglet spécifique bénévolat, ce qui va en fait permettre de faire le lien vers votre page et là encore de donner de la visibilité et de renforcer votre crédibilité et de donner envie à d'autres gens d'effectuer du bénévolat au sein de votre asso. Au-delà de développer son réseau, LinkedIn, c'est également un outil de partage d'expérience pour vraiment échanger des connaissances. Donc, miser sur la qualité des contenus plutôt que la quantité. Ici, à l'inverse de Twitter, l'avantage des posts, c'est qu'ils ont une durée de vie assez longue, donc vous n'allez pas être obligé de poster plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Mais voilà, du coup, miser plutôt sur la quantité et garder en tête de véhiculer votre professionnalisme. Quelques conseils, utiliser des hashtags, mais pas trop, mentionner des gens, mais pas trop non plus, et puis utiliser des emojis pour faciliter la lisibilité de vos posts, et notamment créer des posts assez longs, entre 1200 et 1600 caractères, c'est les posts qui fonctionnent le mieux sur LinkedIn. Et également, n'hésitez pas à faire des selfies, puisque une dernière étude montre qu'ils suscitent 3 fois plus d'engagement que des posts sans photo où on ne voit pas les gens. Voilà pour LinkedIn. Passons maintenant à Snapchat. Snapchat, ça compte 22 millions d'utilisateurs en France. C'est un réseau social très plébiscité par les jeunes. Ici, on a 57% des utilisateurs qui représentent la tranche de 18 à 34 ans. Donc, vraiment un vivier d'utilisateurs jeunes. Le principe de Snapchat, c'est le contenu éphémère. C'est d'échanger vraiment du contenu éphémère, plutôt photos et vidéos, qu'on appelle des snaps, et un contenu qui va disparaître une fois visionné par le destinataire.
Donc, c'est vraiment le réseau social qui vise à capturer l'instant présent. La priorité, elle est donc plutôt sur du contenu spontané. Au cours des dernières années, il y a quand même des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. Donc, par exemple, un chat vidéo en direct, système de messagerie et également aussi la possibilité de garder des vidéos et de les partager pour en faire une histoire avec des morceaux de vidéos chronologiques, un peu à l'image des stories sur Instagram. Donc, ça va être intéressant et stratégique pour une asso d'y être si vous souhaitez atteindre plutôt un public jeune pour, par exemple, le sensibiliser à vos causes ou si vous avez des missions sur le terrain et que vous souhaitez recruter plus de jeunes, vous allez pouvoir aller les chercher sur ce réseau et mettre en avant aussi leurs actions. C'est un bon moyen également si vous souhaitez rajeunir l'image de votre association. C'est quand même un réseau social de divertissement, donc misez plutôt sur l'originalité des contenus que vous allez partager. N'hésitez pas surtout à utiliser toute la panoplie de filtres qui sont disponibles sur l'application. Et avant de s'y lancer, il est important d'observer et de comprendre les codes de communication de ce réseau pour pouvoir les adopter à votre tour. Donc, n'hésitez pas à vous faire initier par les plus jeunes de votre association qui seraient déjà et qui sauront certainement mieux vous guider. Et donc, voilà. Et un autre dernier conseil, effectivement, n'hésitez pas à publier plusieurs fois par semaine sur ce réseau, puisque le contenu, comme je l'ai dit, a tendance à être plutôt éphémère. Donc, il faut vraiment publier beaucoup de contenu. Et avant de passer à un autre réseau social, je voulais vous partager l'exemple de la campagne de WWF qui s'était servi du côté éphémère justement de Snapchat pour le mettre au service de son message et le rendre encore plus impactant. C'était une campagne intitulée Don't let this be my last selfie, que l'on peut traduire par Ne laissez pas ceci être mon dernier selfie, et qui visait à alarmer les jeunes face aux conséquences de la déforestation, du braconnage. Et on retrouve cette même idée de surfer sur la durée éphémère des posts avec la fondation Onde Azul qui œuvre pour la protection de l'environnement et qui avait publié des snaps d'une durée de 10 secondes pour représenter de manière très visuelle et en temps réel la destruction des milieux naturels. Passons maintenant, pour garder le rythme, à TikTok. TikTok qui compte presque 19 millions d'utilisateurs en France. C'est un réseau social assez récent et qui continue à progresser de manière exponentielle. Il est très, très plébiscité par les adolescents et les jeunes adultes. 75% des utilisateurs ont entre 13 et 24 ans. Donc, ça touche vraiment une population assez jeune. Le principe de TikTok, en fait, c'est une application de partage de vidéos qui va permettre aux utilisateurs de se mettre en scène dans des vidéos assez courtes et qui repose en fait sur la proposition de challenges, souvent dansants ou musicaux. L'idée va donc être d'imaginer et de proposer à votre tour, à votre communauté, des défis pour votre association, pour mettre en avant ses valeurs, ses causes, ou pour sensibiliser les plus jeunes. Je vous montre un exemple de la Croix-Rouge qui avait lancé le challenge PLS Challenge pour sensibiliser en fait les jeunes aux gestes qui sauvent et qui avait mis en scène 4 influenceurs qui se sont appropriés les gestes de premier secours tout en dansant. Donc, vraiment, il faut être assez imaginatif dessus. Mais c'est un bon moyen aussi d'humaniser, en quelque sorte, votre association. Un autre exemple aussi que je souhaitais vous partager, c'est l'exemple de l'association... pardon, je ne trouve plus mon exemple. Oui, de l'association, Article 1, qui est une association qui lutte contre l'inégalité des chances et qui a monté un programme de mentorat au bénéfice des jeunes de 18 à 25 ans qui s'intitule Demain. C'est un programme en fait, qui va toucher des bénéficiaires assez jeunes et donc pour se faire connaître, elle est passée notamment par TikTok via un influenceur
pour aller non pas trouver des bénévoles, mais plutôt pour toucher des bénéficiaires potentiels. Et en parallèle, sur Facebook, cette fois-ci, elle s'est là adressée en son nom propre à un public cible différent en cherchant plutôt des mentors pour aider ces jeunes qu'elle recrutait. Donc voilà un exemple un peu, je n'ai pas d'image, excusez-moi, à vous fournir, mais voilà un exemple d'articulation entre deux réseaux sociaux avec deux cibles différentes, mais voilà pour au final, d'un côté recruter des bénévoles, de l'autre trouver des bénéficiaires. TikTok, pour revenir un petit peu plus sur des conseils généraux, c'est vraiment l'idée d'être pédagogue, d'être ludique et d'adopter un ton léger. Et également, soyez vigilants aux messages que vous transmettez et comment vous les transmettez, puisqu'on est sur une cible quand même assez jeune, voire très très jeune. Et enfin, pour terminer ce tour d'horizon des réseaux sociaux, je voulais quand même vous parler rapidement vous présenter deux réseaux sociaux alternatifs. Avec Diaspora, qui est une sorte d'équivalent de Facebook, et Mastodon, qui est un équivalent de Twitter. Ce sont des réseaux sociaux alternatifs dans le sens où ils sont libres et décentralisés. Ils ne vont pas afficher de pub et ils ne revendent aucune information. Alors, par contre, effectivement, la contrepartie, c'est qu'il y a un nombre d'utilisateurs beaucoup moins élevé. Sur Diaspora, on compte 700 000 utilisateurs dans le monde. Et sur Mastodon, on en compte désormais 6,3 millions d'utilisateurs. On en a pas mal parlé ces derniers temps avec le rachat de Twitter par Elon Musk, qui a fait fuir un certain nombre d'utilisateurs de Twitter et qui se sont réfugiés chez Mastodon. Et donc, en à peine un mois, le réseau social a gagné presque 2 millions de nouveaux abonnés. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi une alternative intéressante. Sur Mastodon, on est à 6,3 millions d'utilisateurs dernièrement d'enregistrés dans le monde. Donc, je vous laisserai un peu aller creuser ces deux réseaux. Ensuite, passons sur la seconde partie de ce webinaire, gérer efficacement vos réseaux sociaux. Alors, peu importe le réseau ou les réseaux que vous sélectionnerez ou vous avez sélectionnés, il y a toujours une logique commune. Vous devrez toujours soigner votre présentation, aller à la rencontre d'autres associations, d'autres utilisateurs, de partenaires. Parler de soi, c'est bien, mais voilà, vous devez aussi interagir avec les utilisateurs et leurs publications. Donc, aimer, liker, partager les posts aussi de d'autres comptes que vous allez suivre. Publier également régulièrement. Il n'y a rien de pire que de trouver une page Facebook complètement morte ou un compte Instagram où la dernière publication remonte à 6 mois ou 1 an. Et dans vos publications, pensez bien à favoriser l'engagement avec des call to action. Contactez-nous, signez notre pétition, venez nous rencontrer. Et également utiliser des hashtags et des mentions pour interpeller, gagner en visibilité et vraiment capitaliser sur votre notoriété sur les réseaux. Quelques conseils ici pour de bonnes pratiques pour bien rédiger sur les réseaux sociaux. Utiliser des verbes d'action, faire des posts courts, identifier les bons relais, utiliser un ton léger, informel, rédiger des accroches courtes et directes, une idée, une phrase, et joignez toujours, si possible, une illustration, que ce soit une image ou une vidéo. Quelques astuces ici pour bien communiquer. Il n'y a pas de recette magique, mais quelques bonnes pratiques à appliquer. Par exemple, mener une stratégie de veille pour déterminer les tendances et les sujets d'actualité. N'hésitez pas aussi à voir ce qui fonctionne bien chez les associations qui vous ressemblent ou qui, en tout cas, s'adressent à la même cible que vous pour voir un peu ce qui fonctionne aussi chez elles et vous en inspirer. Définissez surtout une ligne éditoriale, c'est très important que vous ayez une ligne éditoriale claire et une stratégie de contenu qui soit adaptée selon le réseau social. Donc vraiment définissez le style, le ton qui va être adopté sur tel réseau, tel autre réseau.
et également quelles thématiques vous allez aborder plutôt sur Twitter et quels sujets plutôt pour TikTok. Également, dans cette ligne éditoriale, préciser aussi le rythme de publication auquel vous essayez de vous tenir. Est-ce que c'est plutôt 2 à 3 posts par semaine sur Facebook ou plutôt un seul post par semaine sur LinkedIn? Vraiment, utilisez un document qui va servir de référentiel avec votre ligne éditoriale et les rythmes des publications pour être un document de référence au sein de votre association. Et pour vous aider à garantir cette ligne éditoriale, eh bien, utilisez un calendrier de publication, faites un planning avec idéalement une vision des posts sur eh bien, 1 ou 2 semaines à venir, voire peut-être sur le mois, pour bien garantir la cohérence de vos publications, ne rien oublier d'important et aussi pour mieux vous organiser. Et ça va vraiment vous aider à être plus régulier dans vos publications et à trouver effectivement le meilleur timing pour publier telle ou telle info. Également, choisissez des visuels percutants et utilisez si possible des images libres de droit. Je vous ai mis d'ailleurs ici quelques banques d'images libres de droit et gratuites et des banques d'illustrations et d'icônes à connaître qui sont assez sympas donc pour égayer vos publications. Et également quelques outils de mise en forme. Je passe un peu vite, mais vous allez pouvoir les retrouver après ce webinaire. Voilà, avec quelques outils pour vous aider dans la mise en forme de vos visuels, des outils soit gratuits, soit à tarif solidaire. Et puis, pour continuer sur ces astuces pour bien communiquer, utilisez aussi des outils de gestion et appréhender les statistiques. Alors, on va s'intéresser aux outils de gestion. Pourquoi les utiliser? En fait, il existe sur Internet un certain nombre d'outils en ligne qui vont vous permettre de planifier et de publier sur plusieurs réseaux sociaux à la fois, ce qui va effectivement vous permettre de gagner en temps et en efficacité. Vous allez programmer vos posts à l'avance et ça vous permet par exemple de décider tous les mercredis, vous vous occupez de la rédaction des posts sur les 2-3 prochaines semaines à venir et vous allez pouvoir vous consacrer à autre chose le reste du temps. Et puis, ces outils aussi vous permettent généralement d'avoir une vue globale de votre communication sur les réseaux sociaux et de bénéficier parfois de fonctions statistiques un peu plus poussées et un peu plus personnalisées. Et pour revenir sur ce conseil de préparer, de planifier ces posts à l'avance et de pouvoir les publier, vous allez pouvoir le faire directement depuis les interfaces de certains réseaux sociaux. Mais voilà, il faut aller sur chacun de ces réseaux, alors que là, ici, l'avantage, c'est que tout est concentré sur le même outil. Et bien sûr, par contre, ça ne vous enlève pas, on va dire, l'obligation de quand même suivre de temps en temps les publications et de pouvoir commenter, réagir si vous avez effectivement si ça suscite des commentaires. Voilà. Mais au moins pour la partie de rédaction et de publication, ça va fortement vous faire gagner en temps. Ici, vous trouverez une sélection d'outils de gestion. L'idée, c'est vraiment alors, ils sont tous à tarif préférentiel pour les associations. L'idée ici, pour bien choisir votre outil, c'est de vérifier qu'il va bien prendre en charge les différentes plateformes sur lesquelles vous êtes. Et également aussi de s'intéresser aux fonctionnalités qu'il propose. Parce que c'est vrai que l'avantage, c'est de pouvoir, par exemple, depuis l'outil Swello, de publier par exemple vos stories Instagram depuis Swello et donc depuis votre ordinateur et non pas être obligé d'être dépendant d'un téléphone. Donc pareil, vous pourrez creuser ce tableau après ce webinaire. Et donc dernière partie, analyser les statistiques. Puisqu'effectivement, pour gérer ces réseaux sociaux de façon efficace, il est assez indispensable d'analyser les performances de ces publications
ça va en effet vous permettre d'identifier en fait ce qui fonctionne ou non et de pouvoir rectifier le tir et d'affiner votre stratégie sur tel ou tel réseau. Pour cela, eh bien, reportez vos données clés dans un tableau de bord que vous allez, par exemple, remplir à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque trimestre, hein, selon votre rythme et votre possibilité, pour voir effectivement l'évolution aussi sur l'année et essayer de trouver des tendances dans les postes qui fonctionnent le mieux. Également, concentrez-vous sur quelques indicateurs clés de performance et cela en fonction de vos objectifs. Il ne va pas être nécessaire de reporter et d'étudier toutes les données. Vous allez plutôt sélectionner certaines données en fonction de vos objectifs. Est-ce que c'est de gagner en notoriété? Est-ce que c'est au contraire d'avoir plus d'engagement et de susciter des émotions? Est-ce que vous voulez plutôt accroître votre communauté? Et donc là, vous allez surtout regarder l'acquisition de nouveaux followers. Mais en tout cas, l'idée, c'est, voilà, n'hésitez pas à faire votre tambouille avec vos propres indicateurs en fonction de vos objectifs et enjeux. Ici, par exemple, je vous ai mis le tableau de bord, donc c'est vraiment du basique. On est sur un bon vieux tableau Excel. Mais voilà, c'est notre tableau de bord chez Solidatech où on regarde ce qui peut nous faire gagner. Enfin, notre objectif, c'est gagner en notoriété. Donc, on se concentre sur certaines données, notamment le nombre d'abonnés, le meilleur sujet du mois et sa couverture ou son taux, les impressions qu'ils ont générées. Donc voilà, sur l'analyse des statistiques, vraiment sélectionner, déjà ayez en tête une idée précise de votre objectif et ensuite eh bien, analyser les indicateurs clés qui vont vous permettre de mieux comprendre et de mieux suivre cet objectif sur les réseaux. Je commence à fatiguer, désolée, je parle beaucoup, mais j'ai bientôt fini, je vous rassure. On va pouvoir passer aux questions dans pas très très longtemps. Je vous ai juste mis ici un lexique de définition de quelques indicateurs clés de performance que vous allez retrouver sur de nombreux réseaux sociaux comme la portée ou la couverture, les impressions, l'engagement ou la notion d'organique vs les posts, la publication sponsorisée. Et donc, en conclusion, pour terminer, avant de vous lancer tête baissée et de vous inscrire sur tous les réseaux sociaux, là, c'est que vous n'auriez pas écouté tous mes conseils. Mais voilà, en tout cas, avant de vous lancer sur un nouveau réseau ou sur plusieurs, faites bien d'abord un état des lieux. Définissez l'identité de votre structure, de vos valeurs, de votre histoire et des messages que vous souhaitez porter. Et vraiment, ayez vraiment ça en tête pour savoir ce que vous souhaitez raconter et donc du coup définir auprès de qui vous souhaitez communiquer. Est-ce que c'est plutôt les jeunes, les seniors ou plutôt le grand public ou alors le public professionnel? Ça va vous permettre donc effectivement de bien cibler votre réseau social. Et puis définissez également vos objectifs. Est-ce que vous défendez une cause? Est-ce que vous apportez un service? Est-ce que vous souhaitez déclencher une action? Et ensuite, en fonction de cela, eh bien, choisissez vos réseaux et surtout animez-les régulièrement. Hein. Comme je disais, il y a des réseaux qui nécessitent plusieurs publications par semaine, donc il va falloir pouvoir tenir le rythme et effectivement ne pas avoir une page qui est là un peu morte avec un post une fois de temps en temps. Tiens, on a oublié qu'il y avait un compte, un profil Facebook et si on publiait un petit post de temps en temps, non, ça ne va pas vraiment être efficace. Donc vraiment, l'idée, c'est de publier régulièrement, mais de vous donner des objectifs réalistes pour y arriver. Donc, dans un premier temps, aller sur moins de réseaux sociaux au lieu d'aller sur tout, mais aller sur moins de réseaux sociaux, mais du coup, tenez dans la durée. Et comme je vous le redis, aidez-vous d'un planning pour cela. Et enfin,
eh bien, déterminer vos points positifs et vos points négatifs et vos pistes d'amélioration. Et cela, vous l'aurez bien compris en analysant vos résultats. En bonus, je vous ai mis un lien vers notre boîte à outils qui est disponible dans notre centre de ressources sur notre site. Vous y trouverez des tutos, des astuces et des outils qui peuvent vous aider sur les réseaux sociaux. Et également, sachez que Solidatech, donc comme Lorraine vous le disait, propose des formations et nous avons notamment une formation Découvrir les fondamentaux de la communication digitale qui va englober également les réseaux sociaux, mais pas que. Vous allez retrouver également le sujet des newsletters, du site internet, découvrir des méthodologies et des outils pour gagner en visibilité sur le web. Et enfin, c'est tout pour moi. Et c'est supposé écrire avez-vous des questions? Mais on va imaginer qu'il y a bien la question. Lorraine, je vais te redonner la main. On va dire que le visuel est relativement explicite et se suffit à lui-même, n'est-ce pas? Exactement. Merci beaucoup, Élodie. On te laisse t'hydrater. Tu l'as bien mérité avant de te poser une question. Je vous propose de commencer par quelques questions transversales en fonction des différents réseaux. Une première en ce qui concerne la durée que ça prend la gestion des réseaux sociaux. C'est une question d'Ini qui demande combien de temps de gestion par semaine et par réseau recommanderiez-vous à titre indicatif? Alors, pardon, peux-tu juste me reposer la question? Combien de temps de gestion par son, semaine en fait, et je par t'entendais pas réseau très bien. recommanderiez-vous à titre indicatif? Pardon, j'entends pas. Désolée, hein, j'ai un problème de son tête. Tu m'entends? Oui, c'est bon, c'est bon. On va la refaire. Combien de temps de gestion par semaine et par réseau recommanderiez-vous? Alors ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Ça va vraiment dépendre. J'avoue, ça va vraiment dépendre aussi de vos ressources humaines et si vous êtes présente sur plusieurs ou un seul réseau. C'est vrai que si vous êtes présent sur un réseau, vous allez pouvoir y publier beaucoup plus que sur tout un panel de réseaux. Mais je dirais que, par exemple, sur Facebook, ça va être important de publier peut-être deux posts par semaine, alors que sur Twitter, ce serait plutôt 3-4 posts par semaine. Sur LinkedIn, vous allez pouvoir publier un post une fois toutes les 2 semaines, ça peut suffire. Vraiment, c'est alors que comparé à Snapchat ou Instagram ou encore TikTok, là, il faut prévoir de publier plusieurs fois par semaine, hein, dans l'idéal. Tout ça est dans l'idéal. C'est pour ça que ça peut représenter un gros travail et qu'effectivement, il n'y a pas non plus de recette miracle, hein, et puis vous faites vous allez faire ce que vous pouvez. Mais grosso modo, peu importe le réseau social, ça peut être bien quand même de publier au moins un post par semaine. Ça peut être un peu le minimum syndical, je dirais. Et quand même sur des réseaux comme Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, d'avoir 2-3 publications par semaine. Après, vous pouvez varier les formats sur certains réseaux et vous dire, vous faites une story par semaine et un encart photo le reste de la semaine. Ça marche. Merci, Elodie. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais on va essayer de faire des réponses un petit peu plus concises parce que oui, pardon. il nous reste 10 minutes et qu'on en a pas mal. Une question d'Antoine sur le préavis pour publier sur un événement. Combien de temps avant, une semaine, un mois, combien de temps avant on recommande sur les réseaux de publier sur un événement? Eh bien, par exemple, nous, pour cet événement, sur ce webinaire pour les réseaux sociaux, on a communiqué 2 semaines, grosso modo, avant cet événement. C'est généralement un bon laps de temps, 2 semaines. Ça permet aussi de faire une petite relance entre-temps. Pas hésiter à rappeler
attention, on a notre événement à venir. Après, ça va aussi varier quand même selon votre événement. Si vous organisez vraiment un temps fort de 2-3 jours qui va se dérouler cet été, vous pouvez quand même étaler la communication autour de cet événement beaucoup plus en amont, peut-être sur 3 à 6 mois selon en fait le sujet de votre campagne. Pour un événement relativement court et où les gens, comme par exemple ce webinaire, 2 semaines suffisent. Après, si c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez mettre en avant, vous pouvez établir un planning, par exemple, oui, sur 3 mois pour commencer à teaser et mettre les bouchées doubles sur les 2 dernières semaines. Voilà. Désolée, je n'ai pas été très concise, mais j'ai essayé de faire mieux. C'est pas un exercice évident, on en a conscience. Une question de Philippe, et puis à vrai dire d'autres qui étaient dans la même lignée, sur le choix en fait qu'on a effectué aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qu'on a présenté plus en détail. Est-ce que, par exemple, on ne classait pas du coup dedans ce qui est WhatsApp ou Telegram, par exemple, pourquoi? Déjà parce qu'effectivement, il fallait faire un choix et qu'on a un temps assez court imparti et qu'il y a effectivement beaucoup de réseaux sociaux. Après, pour précisément WhatsApp, pour nous, on considère que c'est plus un outil de messagerie instantanée et pas réellement un réseau social. Pareil pour Telegram. Effectivement, on n'a pas mis non plus YouTube parce que c'est pareil. En fait, on a surtout sélectionné les réseaux en fonction de leur popularité et de l'utilité qu'ils pouvaient avoir pour une association. Et effectivement, WhatsApp, vous pouvez très bien l'utiliser. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pour s'organiser avec leurs bénévoles, leurs collègues. Mais ce n'est pas à proprement parler un réseau social qui va vous permettre de mettre en avant votre projet associatif, de communiquer sur un grand public auprès de votre actualité. Enfin, auprès de votre actualité auprès d'un grand public. Ce qui répond aussi en cela à la question de Benjamin qui nous demandait ce qu'on pensait de Twitch. Et c'est la raison principale pour laquelle on ne l'a pas sélectionné non plus aujourd'hui, c'est qu'on reste sur les réseaux qui peuvent être utiles au plus grand nombre de nos bénéficiaires. Après, tout dépend de votre activité dans le détail et de votre cible. Dans certains cas, bien sûr, ça peut tout à fait être pertinent. Question très pratico-pratique de Nicolas, est-ce que les accents ont une différence dans les hashtags? Par exemple, journée, hashtag journée avec ou sans accent grave, est-ce que ça change quelque chose ou c'est reconnu de la même manière? Je pense, je ne veux pas dire de bêtises, mais personnellement, en tout cas, je pense que c'est reconnu pareil. Après, vous savez que selon ça peut ne pas très bien s'afficher parfois les lettres avec des accents. Donc, préférez plutôt mettre ça sans accent. Je pense que c'est plutôt une bonne pratique. Et vous pouvez combiner plusieurs mots dans un même hashtag et mettre la première lettre de chaque mot en majuscule. Mais effectivement, évitez les accents. Top, merci beaucoup. Je continue un peu dans les sujets transversaux, tout réseau confondu. Est-ce que tu as une recommandation en matière d'outils de suivi des statistiques? Ou est-ce qu'il vaut mieux aller sur chaque ou est-ce qu'il vaut mieux aller sur chaque réseau concerné pour vraiment suivre les statistiques. Le suivi des statistiques, ouais. Je n'ai pas forcément d'outils particulièrement à recommander. Généralement, c'est vrai qu'il y a chaque plateforme a vraiment un panel assez complet de statistiques de disponibles. Donc vraiment, vous allez pouvoir y trouver beaucoup de choses. Après, effectivement, ça peut être un peu complexe de ressortir les grandes lignes ou d'aller trouver la bonne info. Et effectivement, sur des outils comme par exemple Swello ou HotSuite ou Buffer, vous allez avoir effectivement des fonctionnalités qui vont vous aider à analyser vos statistiques. Mais après, en recommander un en particulier,
J'en utilise pas forcément moi quotidiennement, donc j'en ai pas un à recommander. Mais en tout cas, c'est vrai que généralement, en fait, prendre un outil de gestion qui permet de publier, de planifier, bah, vous allez aussi avoir des fonctionnalités de mesures statistiques dessus. Donc, c'est un bon compromis, c'est un bon combiné des deux. Ah, je t'entends plus, Lorraine, tu as ton micro de coupé. C'est une bonne raison pour ne plus m'entendre. Est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran, s'il te plaît, comme on partage un particulier, ça sera plus convivial. Eh bien, je fais la transition sur certains réseaux particuliers à travers ce sujet des statistiques, puisqu'on a des questions qui concernent aussi bien LinkedIn que Twitter, de personnes qui avaient besoin d'être un petit peu éclairées, qui avaient l'impression qu'il faudrait être sur la version payante, par exemple, de LinkedIn pour avoir accès aux statistiques, ou bien qui avaient un doute pareil pour Twitter. Est-ce que tu peux nous confirmer que ce n'est pas le cas, s'il te plaît? Non, ce n'est pas le cas sur LinkedIn. Vous allez, et sur Twitter, vous allez avoir accès aux statistiques sans avoir de compte payant. Après, effectivement, vous allez peut-être, je ne suis pas sûre d'ailleurs, vous pouvez peut-être avoir accès à des fonctionnalités un peu en plus en payant peut-être des fonctionnalités, mais vraiment, c'est vraiment pas utile et c'est un stade, je pense, où il faut vraiment faire de la campagne publicitaire payante sur ces réseaux et vous allez de toute façon avoir d'autres moyens d'avoir accès aux statistiques sans payer. Je vous rassure tout de suite, en tout cas. Ça marche. Quelques questions après spécifiques à Facebook, notamment sur l'utilité des hashtags. Est-ce que c'est utile d'employer des hashtags sur Facebook? Ça, c'est toujours, de toute façon, l'utilisation des hashtags sur des réseaux sociaux un peu autres que Instagram ou Twitter. Ça a toujours suscité des gens qui disent oui, des gens qui disent non, mais il y a quand même des dernières études montrent que c'est utile d'utiliser des hashtags dans vos publications et ne serait-ce que visuellement déjà pour eh bien, faire ressortir des mots-clés dans vos posts et pour que, en fait, au niveau de la lisibilité, ça va faciliter de la visibilité d'utiliser quelques hashtags pour faire ressortir les informations clés, pardon. Et après, effectivement, avoir 3-4 hashtags dans votre post, ça génère normalement un peu plus de trafic et de visibilité. Par contre, il faut faire attention à ne pas trop en mettre. Et après, faut se renseigner un peu selon les réseaux, c'est-à-dire que sur Instagram, mettre 10 hashtags dans la légende de votre photo, ça va pas forcément être négatif, alors que si vous mettez 10 hashtags sur votre post Facebook, ça va l'alourdir et généralement, les gens vont l'ignorer et du coup, ça va pas générer une bonne visibilité. Ça marche très bien. Je vois que l'heure de fin approche, pour ne pas dire bascule à l'heure où je prends la parole. Je vous propose qu'on déborde de 5-10 minutes pour répondre encore à quelques questions. Cela étant, on a conscience que certains d'entre vous doivent partir à l'heure. Donc, merci beaucoup pour votre présence pour cela. Et puis, n'hésitez pas à consulter le support et le replay dans notre centre de ressources d'ici quelques jours. Je continue avec une deuxième et dernière question en ce qui concerne Facebook de la part de Véronique qui demande sur ce réseau social-là, quel est le rôle des groupes? C'est une bonne question. Les groupes, en fait, ça va être, vous décidez d'en créer ou non, hein, c'est pas du tout obligatoire, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous associer à un groupe et l'administrer par votre page, la page officielle de votre association. Vous allez pouvoir en créer plusieurs, ils peuvent être ouverts à tous ou fermés, c'est-à-dire que vous allez pouvoir filtrer les profils qui ont accès à ces groupes. L'idée, c'est vraiment d'en faire un endroit, un échange, un espace d'échange sur une thématique pour, par exemple, s'entraider, pour se donner des bons plans. Ça peut être aussi un groupe pour pouvoir s'organiser pour une manifestation, un événement. Il n'y a pas forcément de règles, hein, c'est à vous d'imaginer ce que vous pouvez en faire. Mais l'idée, si vous créez des groupes, c'est vraiment d'établir
des règles de fonctionnement sur ce groupe et notamment de rappeler le sujet abordé dans le groupe, pourquoi il existe, notamment dans un post que vous pouvez épingler en haut de ce groupe, en tout cas pour que tout le monde sache pourquoi ils viennent discuter ici. Également, pardon, le soleil qui m'attaque. Et également, en fait, ce canal qui peut être fermé ou ouvert, c'est aussi c'est vraiment, ça peut être un outil pour vous, pour échanger et vous rapprocher de votre communauté. Vous allez pouvoir le promouvoir d'ailleurs sur votre page, sur votre site ou à l'occasion sur des forums. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre groupe. Mais après, c'est vraiment, vous pouvez organiser aussi des rendez-vous hebdomadaires pour discuter d'un sujet ou d'une actualité sur tel ou tel groupe dédié. Très bien, merci beaucoup. On va passer à quelques questions sur Instagram et notamment une de Clara qui rebondissait par rapport à tes recommandations de cohérence sur l'esthétique du feed et qui demande si on reprend le compte, est-ce qu'il vaut mieux supprimer les posts et les reposter avec la charte graphique que l'on vient de déterminer ou bien simplement commencer à poster avec la charte graphique en laissant les anciens posts comme tels. En gros, qu'est-ce qu'on fait de l'historique qu'on récupère dans un compte Insta qui manquait de cohérence graphique et là, on en établit une. Alors pareil, il n'y a pas vraiment de règles. Ça peut être bien effectivement de peut-être faire le tri dans des anciens postes. Après, c'est aussi intéressant quand même de montrer l'évolution de votre association. C'est pas forcément gênant, je trouve, d'avoir des postes un peu datés. Mais l'idée, c'est peut-être de préparer toute une suite de contenus qui va vraiment montrer le changement et la reprise du compte et le changement en fait, en ayant une identité visuelle forte. Vous pouvez préparer par exemple une dizaine de posts que vous allez publier assez rapidement sur ce réseau pour avoir un feed justement qui va montrer tout de suite la nouvelle tendance que prend votre association sur ce réseau. Et pour moi, je ne pense pas que ce soit gênant qu'on voit qu'il y ait eu une évolution. Ça garde quand même l'idée que vous étiez présent depuis un moment sur ce réseau. Ça peut apporter aussi quand même d'autres informations et il n'est pas nécessaire pour moi de tout effacer. Mais par contre, ça va se voir de toute façon au fur et à mesure de vos nouveaux posts que vous avez pris une nouvelle dynamique et une nouvelle tendance sur ce réseau. Très bien, merci. Sur Instagram toujours, plusieurs personnes comme Philippe et Ini, par exemple, ont réagi à ce que tu disais sur les influenceurs et se demandaient du coup voilà, comment toucher les influenceurs. Ils se demandaient si vraiment ça existait pour le secteur associatif, si c'était forcément des partenariats financiers ou qu'il y avait d'autres moyens, etc. Ça peut effectivement être intéressant hein, pour les associations. Après, dans les faits, les partenariats, tout dépend de la personne que vous approchez. Généralement, en fait, ça va être à vous d'identifier une personne qui va être cohérente avec votre domaine. Je suis vraiment embêtée par le soleil. C'est vraiment, oui, en fait, l'idée, ça va être de faire un peu de veille sur différentes personnalités qui ont assez d'abonnés et de followers sur leur profil. D'identifier ceux qui peuvent être effectivement cohérents avec les valeurs de votre association, avec le public aussi que vous souhaitez atteindre. Et puis, en fait, tout bêtement, après, vous pouvez rentrer en contact avec cette personne via un message privé, en mettant un commentaire sur son profil et surtout d'inviter très rapidement à en discuter
en privé. Généralement, de toute façon, ces personnes ont souvent un moyen de contact sur leur profil, que ce soit une adresse email ou directement, vous pouvez les contacter par message sur Insta, sur Facebook, voilà. Et il faut savoir qu'il y a des influenceurs dans des tas de domaines. Donc, du coup, vous allez en avoir qui vont être plutôt très engagés sur des questions environnementales. Vous allez avoir, oui, le classique de l'influenceur beauté mode, mais vous allez aussi avoir tout plein de panels et des gens qui s'engagent aussi pas mal sur des causes environnementales, sportives. Enfin, vraiment, je pense que vous pouvez assez facilement trouver quelqu'un d'intéressant pour relayer, pour mettre en avant votre projet associatif. Et après, bah, effectivement, il y a des fois des partenariats qui vont être rémunérés et parfois, ça peut être aussi un coup de cœur pour l'influenceur ou l'influenceuse qui souhaite aussi en parler en toute bonne foi, gratuitement. Ça peut être aussi pro bono. Ça marche, merci. Voilà. Avant de conclure, pour aussi aborder encore un autre réseau social, on avait une question concernant la programmation de TikTok, voilà, une question d'Asma qui demandait s'il existait des outils de planification pour TikTok. Elle, en l'occurrence, elle utilise Creator Studio, mais qui ne sert que pour Facebook et Instagram. Pour faire court et parce que, pour être honnête, je suis allée voir en parallèle, parce qu'on n'est pas nous-mêmes sur TikTok, on n'est pas les plus rodés non plus sur le sujet. Si, contrairement au début du réseau social, le réseau s'est noué pas mal de partenariats désormais avec des plateformes pour programmer. Et c'est notamment désormais possible avec Hootsuite, pour n'en citer qu'un, parce que si vous en connaissez un, je pense que c'est un des plus connus, et puis que je sais qu'Élodie vous en a parlé plus tôt dans son tableau comparatif. Mais il y en a, voilà, il y en a plein d'autres, dont en l'occurrence, je ne connais pas forcément les noms, hein, Brandwatch, Chorus, Later, Sprinkler, etc. Mais vous pouvez déjà commencer par enquêter sur Hootsuite, d'autant plus qu'il y a une version premium qui existe, à voir si ça concerne TikTok. J'avoue que là, je ne sais pas. Eh bien, c'est à regret quand je vois qu'il y a encore pas mal de questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, mais je crois qu'on a déjà fait pas mal, Élodie, que je vais conclure ce webinaire. Un grand, grand merci à toi, Élodie, pour la préparation de ce contenu riche et varié. C'était clair, j'espère, mais je pense que les questions ont montré l'intérêt aussi en face. Donc, merci beaucoup à toi. Et puis, avant de conclure, je vous rappelle merci à tous pour votre attention. Que le webinaire est... Non, je remercie tous les participants, en tout cas, pour leur attention et les petits mots très gentils que je vois passer dans le chat. Je pense qu'il y a un petit décalage, mais ce n'est pas grave. Et du coup, voilà, webinaire enregistré, replay et support disponible dans notre centre de ressources d'ici quelques jours. Notre centre de ressources est facilement trouvable sur notre site internet, et sinon, on vous enverra le lien par mail. Voilà, merci beaucoup à tout le monde pour votre présence, et puis on se retrouve en janvier pour ceux qui le souhaitent sur un prochain webinaire qu'on vous partagera bientôt. Que focus cette fois-ci sur le bénévolat et comment le numérique peut vous aider notamment à mobiliser vos bénévoles. Voilà, merci beaucoup. Encore merci, Élodie. À très bientôt. Salut.